Bonjour, nous allons aujourd'hui regarder comment réaliser une étude de marché de qualité. Je m'appelle Catherine Léger-Jarniou et je suis maître de conférence à l'université Paris-Dauphine et spécialiste en entrepreneuriat. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce thème et vous pourrez retrouver plus précisément tous les éléments sur l'étude de marché dans ce livre Réussir sur l'étude de marché. Voilà. Tout d'abord, pour parler d'études de marché, il est important de visualiser la place de cette étude de marché dans tout le processus de création d'entreprise et notamment dans le business plan. Et vous voyez, l'étude de marché est effectivement complètement au centre de ce processus et nous allons détailler évidemment tous ces éléments maintenant. Voilà. Pour réaliser une étude de marché de qualité, il faut tout d'abord 3 éléments principaux. Le principal élément, c'est d'avoir des preuves de l'acceptation des clients. Le vieil adage, le client est roi, est toujours d'actualité et donc effectivement, on doit avoir tout à fait l'aval des clients et s'informer de leurs besoins en permanence. Le deuxième point essentiel est de réaliser cette étude de marché par étapes, structurées les unes après les autres, comme on va le voir juste maintenant. Et bien sûr, l'objectif de cette étude de marché est de définir un business model pour la nouvelle activité. Juste pour rappel, un business model ou un modèle d'affaires, c'est une façon de préciser et de définir la manière dont on va gagner de l'argent avec ce projet, en vendant quoi? Une offre très précise, à qui? Une cible précise, quand? Comment, de quelle manière et avec quel avantage compétitif, donc avec quelle valeur ajoutée supplémentaire pour les clients par rapport aux autres offres qui sont présentes sur le marché. Maintenant, regardons effectivement cette construction qui peut se résumer en 4 étapes. Donc, on va regarder les 4 étapes les unes après les autres. La première étape consiste d'abord à bien définir son projet. Que veut-on faire? Est-on en business to business, en business to consumer? Est-ce qu'on vend à des clients, à des entreprises? Est-ce qu'on est éventuellement en business to consumer? C'est-à-dire vendre à des entreprises, mais pas pour leur propre activité, mais pour les revendre, ensuite transformer à des clients en fin de chaîne. Ensuite, il convient d'étudier rapidement le marché actuel et la concurrence actuelle, un simple panorama pour pouvoir apporter tout de même une différence. Imaginez que vous vouliez créer un site internet pour vendre des box. Il est quand même intéressant de voir quel est le marché actuel des box, ce que présentent les concurrents actuels sur le marché et quelle différence va vous mettre en avant par rapport à toutes ces offres déjà existantes. Une fois qu'on a fait ça, l'essentiel, ou le point vraiment crucial, est de préparer ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, ou un produit minimum viable, pour le montrer, pour sortir ce projet de sa tête, de sa réflexion, et vraiment présenter quelque chose, on va voir, à des early adopters. Ce Minimum Viable Product, il a l'avantage d'être fait rapidement, donc peu coûteux, et il est, certains appellent ça un peu du bricolage. Ça veut dire que ça peut être un prototype, mais un prototype, une maquette fait avec du papier carton, ça peut être des dessins, ça peut être un flyer, ça peut être une landing page pour un site internet, une brochure, des photos, des vidéos, donc quelque chose en tout cas que l'on peut montrer pour pouvoir le tester. Donc la première étape sert bien à sortir son projet de sa tête, de ses idées, pour commencer à le montrer. Et on commence à le montrer à ce qu'on appelle des early adopters, c'est-à-dire des clients qui sont véritablement hyper concernés par le problème. Exemple, vous souhaitez vendre, fabriquer et vendre une nouvelle catégorie de masques de plongée. Les early adopters vont être des membres adhérents de clubs de plongée, c'est-à-dire des gens qui connaissent
bien le sujet, bien le marché, qui ont des exigences, qui savent ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc qui sont très concernés par votre produit. Donc c'est ça, les early adopters sont vraiment des gens branchés, entre guillemets. Ça, c'est la première étape, et elle est vraiment cruciale. Cette première étape va se conclure par trois options, trois solutions. Bien sûr, la première option qui est tout à fait extraordinaire et sympathique, c'est une réponse positive des early adopters. Dans ce cas, c'est simple, on passe à l'étape suivante. Deuxième possibilité, on obtient une réponse mitigée des early adopters. Dans ce cas-là, on regarde de plus près le marché et la concurrence pour mieux se différencier. On insiste un petit peu et puis on va recréer un nouveau MVP, on va l'aménager, le transformer un petit peu et on va le retester jusqu'à obtenir une réponse positive avec cette nouvelle offre. Et puis, troisième possibilité qui peut arriver, c'est une réponse négative des early adopters. Dans ce cas-là, il est plutôt conseillé d'abandonner le projet, de le mettre au frais. Peut-être que ce même projet pourra avoir le jour dans un mois, un an, 2 ans, 6 mois, etc. Ou alors de pivoter, c'est-à-dire de le transformer, ce projet, énormément. Ça veut dire où on change complètement de cible, où on change d'avantage concurrentiel. Donc, c'est une vraie grosse transformation du projet. Voilà pour les conclusions de la première étape. On part du principe que l'on a obtenu une réponse positive des early adopters et donc on va passer à l'étape suivante, l'étape 2. La deuxième étape, cette fois-ci, on va analyser très précisément le marché actuel. On va reprendre les bases que l'on avait trouvées, mais on va l'analyser plus précisément. On va analyser aussi précisément la concurrence actuelle, ou en tout cas les concurrents les plus importants que l'on a, ou les petits concurrents nouveaux qui arrivent et qui pourraient être aussi très importants par la suite. Cette analyse va nous permettre de faire une synthèse en 5 points principaux sur le marché, ce qu'on doit retenir d'important sur le marché, et 5 points principaux sur la concurrence. Ces 5 points-là vont nous permettre de positionner véritablement le projet pour le démarrage, bien sûr, pour le lancement. Positionner, ça veut dire se positionner par rapport aux concurrents, donc apporter une valeur différente, un avantage compétitif différent, et aussi cibler les premiers clients. Et c'est ce positionnement que l'on va tester à nouveau, si l'on peut dire, mais tester en vraie grandeur auprès des experts et auprès des futurs clients potentiels. Alors, pourquoi auprès des experts? C'est-à-dire des gens qui connaissent bien le secteur, comme par exemple des journalistes, des professeurs pour un projet technologique, des blogueurs, des responsables de rayons dans un hyper ou supermarché. Des gens qui connaissent bien à la fois les avis des clients parce qu'ils sont au contact et à la fois la concurrence. Et ces experts vont pouvoir valider le projet, donner des conseils supplémentaires avant de passer à la validation auprès des futurs clients potentiels, c'est-à-dire vraiment de la cible de clients de démarrage. En général, pour un projet qui démarre, un petit projet de petite envergure, on interroge 5 experts et 25 clients potentiels. Si évidemment le projet est de plus grande ampleur ou sur plusieurs départements ou sur la France entière ou à l'international, on va multiplier ce nombre de personnes. Mais le test est vraiment essentiel, c'est-à-dire que ce sont les futurs clients potentiels qui ont la clé de la réussite. Veulent-ils ou ne veulent-ils pas de votre projet? Et on ne pourra pas passer outre leur demande, c'est vraiment leur réponse qui est importante. Cette réponse va se traduire, évidemment, là aussi, par une synthèse de cette deuxième étape, une conclusion qui peut être de la même manière
sous forme de 3 possibilités. La première possibilité, évidemment, c'est une réponse positive et qui nous dit que le projet est viable. Donc, on va continuer sur la 3e étape. On peut aussi obtenir ce qui est en général fréquent, une réponse mitigée des experts et des clients du style « votre produit est très intéressant » ou « votre service est très intéressant, mais il est un peu cher. Ça serait bien d'avoir un prix de 5% plus bas. » Ou « votre produit est très intéressant, mais il est un peu trop gros. Est-ce qu'il est possible de diminuer sa taille ?» Ou « vous le proposez en bleu, nous on le veut en vert. » Voilà, c'est des petites améliorations, des petits aménagements du produit ou du service, une extension de garantie par exemple, qui permet de faire des petites modifications et d'avoir une offre sérieuse qui rencontre une demande. Et puis enfin, bien sûr, on peut avoir aussi une réponse négative, ce qui est plutôt rare. Ou parce que la crise est arrivée, ou pour X raisons. Et dans ce cas-là, si on a une réponse négative, là, vraiment, on abandonne le projet. C'est beaucoup plus raisonnable. Ou alors, il faut vraiment pivoter encore énormément et on reprend tout le cycle depuis le début. Mais un abandon d'idée, il vaut mieux travailler sur une autre idée dans ce cas-là, me semble-t-il. Donc, partons de l'idée que les clients ont validé notre projet, que l'on a eu une réponse positive et donc on va pouvoir passer à la 3e étape. Cette 3e étape va nous permettre 2 choses. La première, c'est de positionner vraiment le projet pour le lancement. Ça veut dire d'avoir un projet définitif pour une vraie cible de départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent le cœur de cible, les premiers clients qui sont véritablement intéressés par votre projet. Et on va pouvoir aussi avoir ce positionnement par rapport aux concurrents. Donc les concurrents offrent un envoi tous les 2 mois, vous offrez un envoi tous les mois parce que les clients l'ont validé. Vous offrez 2 ans de garantie parce que les clients sont sensibles, alors que les concurrents n'offrent qu'1 an de garantie. Donc on a ce positionnement, cette valeur, cet avantage concurrentiel qui est bien mis en avant pour une cible bien déterminée de clients au départ. Bien évidemment, ce positionnement de lancement va évoluer au fur et à mesure du temps, mais là on parle bien de positionnement de lancement pour démarrer. Et ce positionnement de lancement va effectivement se traduire concrètement de manière écrite dans le business plan et concrètement par le fameux business model, c'est-à-dire, je vous rappelle, la manière dont on va gagner de l'argent en vendant quoi. Donc on a bien cette offre, ce positionnement de départ, à qui la cible, quand, on va démarrer quand, la saisonnalité, le timing est important. Comment va-t-on vendre en solo, par site internet, les 2 à la fois, via des points de vente, voilà. Et aussi avec quel avantage compétitif. Donc vraiment avoir cette obsession de la différence, pas forcément mieux, mais en tout cas différent des concurrents. On offre un avantage concurrentiel et évidemment, si on n'a aucun avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, on aura aussi rarement des clients. Donc ce business model et cet avantage compétitif peuvent être très très variables, à savoir ils peuvent être fondés sur une équipe de rêve, par exemple des serial entrepreneurs, ils peuvent être fondés sur un avantage de rentabilité, ce qu'on appelle un projet cash machine. Je pense au projet appât et hameçon. On vend une imprimante à bas prix et par contre les cartouches d'encre valent beaucoup plus cher. Les rasoirs pour les hommes, les recharges valent aussi beaucoup plus cher. On peut avoir aussi un business model fondé sur une innovation technologique, une innovation de rupture dans les nanotechnologies, les sciences de la vie, etc. Et puis on peut avoir aussi un business model fondé sur une différence en termes de prix. On peut offrir un business model freemium, on peut être un paiement à l'usage, tout ce genre de choses qui permettent vraiment de se différencier par rapport
aux concurrents. Voilà l'objet de la troisième étape qui va nous permettre, et ce sera la dernière, de passer la main, si l'on veut, à la partie financière et à la construction finale du business plan. Cette quatrième étape va nous permettre de traduire le business model. Et de traduire le business model en estimant le chiffre d'affaires prévisionnel. Pour être dans les meilleures conditions et avoir une plus grande sécurité, on essaye et on tente d'estimer le chiffre d'affaires de plusieurs méthodes, de plusieurs façons possibles, au moins 2 méthodes sur les 4 qui sont à notre disposition. La première méthode, c'est la méthode de l'estimation par l'offre. Qu'est-on en mesure d'offrir? Vous voulez ouvrir un restaurant, vous n'avez que tant de mètres carrés, donc tant de tables, tant de chaises, et vous pouvez faire 2 services parce que vous avez une offre qui correspond à 2 services et pas plus. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas offrir plus, vous ne pourrez pas accueillir plus de clients et donc votre chiffre d'affaires sera limité par vos mètres carrés. Mais il en est de même pour une production. Si vous avez un outil de production qui vous permet de vendre 5000, vous ne pourrez pas, de produire 5000, vous ne pourrez pas vendre 6000 puisque vous aurez produit 5000 sur la période. Donc ça, c'est la première méthode qui est pragmatique, qui est par l'offre. On estime aussi le chiffre d'affaires prévisionnel par la demande, c'est-à-dire par les clients. Grâce aux entretiens que l'on a eus, aux tests que l'on a fait auprès des clients potentiels, on va avoir la demande maximum que les clients sont prêts à nous passer pour la nouvelle offre. Et cette demande est vraiment maximale par rapport à le chiffre d'affaires par l'offre. On peut aussi bien sûr calculer ce chiffre d'affaires prévisionnel par le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où on ne fait ni bénéfice ni déficit, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis enfin, on se sert beaucoup, et c'est très instructif, d'un calcul par analogie pour voir ce que font, par exemple, les dernières entrées sur le marché. On fait, bien sûr, on regarde ces 4 estimations, on regarde leur cohérence surtout, et par principe de prudence, on prend la plus basse estimation. On est vraiment très pragmatique, il peut y avoir toujours des surprises. Et bien sûr, on estime ce chiffre d'affaires pour les 3 prochaines années avec des pourcentages d'évolution. Voilà les 4 étapes de construction de l'étude de marché. Il ne faut pas s'en faire une grande montagne, c'est des choses quand même très faciles à faire, assez rapides, mais le séquençage est important pour bien amener les choses et être en phase avec ses clients. Pour terminer, quelques conseils, et donc je rappelle que l'étude de marché est un outil qui doit nous permettre de clarifier un business model, donc c'est-à-dire une offre, de chiffrer cette offre pour rentrer, pour s'insérer dans un business plan, donc un document de business plan plus large. Donc ces derniers conseils sont les suivants. Apporter des preuves, ne jamais partir d'idées que l'on a dans sa tête, je crois que, je sais que, non, on veut des preuves d'experts, on veut des preuves venant de confédérations syndicales, d'associations, etc. Le deuxième conseil est vraiment de soigner les entretiens, c'est-à-dire les 2 phases de test. Le premier test auprès des early adopters avec son MVP et la deuxième phase de test auprès et des experts et des clients potentiels. C'est véritablement important. Ce sont des entretiens, ce sont des discussions avec des clients et les remontées sont absolument importantes. Bien sûr, l'avant-dernier conseil est de préparer son MVP le plus vite possible pour le montrer, pour pouvoir réagir auprès des clients, puisque ce sont les clients qui ont le dernier mot par rapport à cette offre. Et puis, dernier conseil, on vient de le voir, c'est d'estimer le chiffre d'affaires avec prudence, de multiplier les méthodes d'estimation, de les confronter
et de prendre le chiffre le plus bas pour démarrer. On pourra toujours intensifier les choses par la suite. Voilà, j'espère avoir été clair en ce temps réduit pour vous présenter l'étude de marché. Et donc maintenant, nous allons passer à vos questions. Voilà, qui sont visiblement nombreuses. Mais alors, je choisis les questions. Alors, la première question a trait au nombre de personnes que l'on doit, interroger. Et donc, effectivement, en général, on démarre sur un petit projet, c'est-à-dire localement réduit ou avec des fonds réduits. Et donc, il est très important d'interroger d'abord quelques experts, et donc 5 en général, c'est assez suffisant, et puis 25 clients vraiment complètement dans la cible. Une autre question a trait aux personnes qui peuvent nous aider à élaborer l'étude de marché. Alors ma réponse est un peu double, à savoir que tout d'abord, vous devez être le pilote de l'étude de marché et vous devez vraiment la suivre. Par contre, vous pouvez vous faire aider effectivement par des étudiants, par des juniors entreprises et aussi par tous les réseaux qui existent, que ce soit des incubateurs, les pépites pour les étudiants entrepreneurs, tous les réseaux d'accompagnement qui peuvent vous aider à bien monter, bien structurer votre étude de marché. Autre question, sous quelle forme présenter son étude de marché? Alors, on la présente dans le business plan, dans le document total écrit business plan. On présente la synthèse des points saillants, par exemple la synthèse du marché, la synthèse de la concurrence, une photo du MVP, les grands résultats. Et ça doit, sur un business plan qui fait une vingtaine, trentaine de pages, par exemple, la partie étude de marché va peut-être en faire 7 ou 8 maximum, et tout le reste, tous les éléments importants mais que l'on ne peut pas mettre dans le dossier complet, seront mis en annexe. Utilisez beaucoup aussi les annexes, c'est très important. Autre question, combien de temps cela prend pour réaliser une étude de marché, ou combien de temps faut-il compter? Tout dépend bien sûr de l'ampleur du projet, mais je dirais qu'un minimum, il vous faut 3 mois pour bien maturer l'idée, pour bien la faire avancer, pour que toutes les étapes soient bien complètes. Ça peut prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Évidemment, sur les projets très high-tech et très en amont, ça peut prendre peut-être 2 ans. Autrement, au bout de 6 mois, votre idée, évidemment, et l'étude de la concurrence et du marché vont être obsolètes, donc il faut quand même aller relativement vite. Entre 3 mois et 6 mois, ça me paraît un bon timing. Que choisir entre études qualitatives ou études quantitatives? Alors moi, je suis très très fanat des études qualitatives, c'est-à-dire des entretiens où on va réellement voir les gens, discuter avec eux, récupérer des informations. Évidemment, de temps en temps, ce n'est pas possible parce qu'ils sont loin, donc si on peut utiliser Skype ou d'autres méthodes, c'est très bien. Et on peut aussi utiliser des petits questionnaires en ligne pour tester certains points ou montrer son MVP et avoir des retours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que le contact, voir des gens, voir leur avis pour bien comprendre les choses. Et la compréhension est importante. Et dans les études qualitatives, dans les tests, notamment que l'on fait des produits à la fin avec, enfin des produits ou services, que l'on fait auprès des clients, on a des questions chiffrées. Donc on fait du quali-quanti, mais je privilégie toujours le qualitatif. Autre question sympathique, peut-on se lancer sans passer par les experts et les clients? Non, non, c'est pas possible. On peut avoir la meilleure idée du monde,
Mais si les clients ne sont pas en phase, ne sont pas au rendez-vous, la meilleure idée du monde fera un plouf. Donc, il est absolument essentiel. Et de toute façon, quand vous allez présenter votre projet, si vous avez besoin de fonds ou dans n'importe quel concours, de toute façon, si vous n'avez pas au centre du centre, une étude de validation auprès des experts et des clients, vous n'aurez pas, on vous dira qu'il vous manque quelque chose et qu'il faut un peu revoir votre copie. Donc vraiment, passer du temps auprès des experts et auprès des clients, c'est absolument essentiel. Voilà. Autre question. Est-ce que, alors, pour ce qui est des professions libérales, vente de services, est-ce que cela fonctionne de la même manière? Pour ma part, je vais être organisatrice d'événements privés et professionnels. Alors, effectivement, on parle toujours de produits, mais produits-services, c'est exactement la même chose. La seule catégorie différente sont les professions libérales réglementées, celles qui sont les médecins, les avocats, etc. Là, le marché existe un peu de fait, mais il vous faut quand même offrir une différence, un avantage concurrentiel. Mais pour tout ce qui est offre de service, on va faire de la même manière. Et par exemple, le MVP peut être un flyer, peut être une brochure, peut être une première page de site web, une landing page. Mais on a besoin d'avoir la même pratique. On a exactement à peu près la même question sur un autre domaine. Comment effectuer une bonne étude de marché pour un projet de site de vente en ligne? Donc là, évidemment, on est sur des internautes, donc on va pouvoir utiliser les enquêtes en ligne, mais il est aussi très important d'aller rencontrer des experts justement de vente en ligne, des blogueurs, et puis aussi de rencontrer des clients, mais aussi dans ce cas-là particulier, puisqu'on est vraiment sur une cible d'internautes, on va pouvoir utiliser dans ce cas-là plus des enquêtes en ligne. Mais ne basculez pas sur toutes les enquêtes en ligne, pensez quand même à rencontrer du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des formulaires types ou des templates? Évidemment non. Par contre, vous pouvez regarder sur certains sites internet, vous avez des exemples d'études de marché. Alors, une question? Non, il n'y a pas de question simple. Quelle est la différence entre le marché et la concurrence? Alors, le marché, c'est l'ensemble. C'est effectivement, ça englobe les clients, la concurrence, la distribution, la réglementation, tous ces points-là. Mais comme la concurrence est véritablement absolument essentielle pour pouvoir se lancer, se différencier par rapport à cette concurrence, la connaissance du marché est absolument essentielle. Donc, on a pour tradition de séparer, de sortir, si on veut, la concurrence du marché pour vraiment lui faire une place à part et vraiment passer du temps à l'étudier. Voilà, c'est la raison pour laquelle on sépare marché et concurrence. Alors, une question intéressante. Conseillez-vous de rencontrer ses concurrents ou plutôt des espionnés? Non, on va regarder ce que font les concurrents, mais d'abord, on va avoir un comportement éthique. On va regarder, on a assez d'informations en général sur les sites internet, sur leurs brochures, faire de la pige, regarder dans la presse, etc., ce qu'ils font, et on va s'en servir. Mais on ne va pas rencontrer dans un premier temps ses concurrents et on ne va pas non plus véritablement les espionner. On a beaucoup, beaucoup de sources d'informations à notre disposition, donc on peut s'en servir sans problème. Et puis, je pense une dernière question sur la propriété intellectuelle et sur l'idée de la peur d'être copié. Ça, c'est quelque chose qui est très français, je peux dire.
à part sur des projets high-tech où là, on aura protégé son projet, où on ne peut pas protéger les idées, tout d'abord, mais les projets, le reste, on va proposer un MVP, donc ça va aller, c'est vraiment la première façon de viser les choses, et ce qui compte, c'est la façon, la mise en œuvre après du projet. Donc, on peut faire signer une clause de confidentialité quand on montre son MVP, mais vraiment, on a en général très peu de problèmes. Je vois que l'heure est atteinte. Je vous remercie pour toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Retrouvez-nous, retrouvez-moi sur le livre ou à d'autres occasions. Très bonne journée, très bon projet. Merci beaucoup.